Plus tard, le porte-parole de la garde royale faisait un compte-rendu au prince Kiro. Il expliquait que, contre toute attente, les généreux dragons avaient mis fin à la guerre et apporté la prospérité sur leur terre. Le village félicitait le prince et la princesse pour leurs fiançailles et les remerciait pour les présents, accordant leur bénédiction au couple. Le porte-parole ajoutait que toutes les autres lettres se ressemblaient et montrait que le peuple avait apprécié la décision de distribuer les denrées dans les provinces. Cependant, en ce qui concernait les assassins, il n'y avait toujours aucune nouvelle sur leur localisation. Le prince Kiro, furieux, frappait la table du poing, se demandant comment il était possible qu'il n'y ait aucune piste après presque un mois depuis l'attaque. Le porte-parole promettait de faire remonter cette information aux responsables. Il poursuivait en disant que, depuis leur arrivée, les gardes céruléens avaient travaillé avec diligence aux côtés des troupes locales pour fortifier l'enceinte du palais. Il mentionnait également que le médecin royal avait noté une nette amélioration de l'état de santé de l'impératrice. Bien qu'elle devait encore rester alitée, la princesse Caris lui tenait compagnie et veillait à ce que toutes ses prescriptions soient respectées. Le prince Kiro le remerciait et lui demanda si c'était tout. Le porte-parole, avant de partir, ajoutait que le conseil était très impressionné par l'attitude du prince et son engagement à remplir ses obligations à la cour en l'absence de l'impératrice. Il félicita également la princesse Clove pour son excellent travail dans l'exécution de ses devoirs. Le prince lui disait alors qu'il pouvait disposer, mais le porte-parole resta sur place et, s'inclinant devant le prince, s'excusa d'aborder un sujet délicat. Il expliquait que son devoir l'obligeait à le faire. Près d'un mois s'était écoulé depuis son union avec la princesse Azurée et les servantes du palais avaient remarqué qu'il ne s'était jamais rendu dans sa chambre depuis. Bien que ses fonctions actuelles soient une grande responsabilité, il en allait de même pour la succession au trône. Le porte-parole lui faisait remarquer que la princesse était jeune et belle et demandait au prince ce qui le retenait. Le prince répondit que cela ne le concernait pas. Le porte-parole implorait alors son Altesse en soulignant que la princesse restait éveillée jusqu'à l'aube à lire des parchemins, ce qui inquiétait beaucoup ses domestiques. Il demandait au prince de cesser ses enfantillages et de faire ce qui serait bon pour son avenir. Il lui rappelait l'importance de concevoir un héritier, en ajoutant que la jeune mariée devrait passer ses nuits dans les bras de son époux. Il fut interrompu par le prince qui lui ordonnait de sortir, en ajoutant que s'il continuait à lui donner des conseils sur sa vie privée, il lui ferait couper la langue. Le porte-parole obéissait, s'excusait auprès et s'en alla. Le prince Kiro, une fois seul, soupira en espérant que la princesse passait un meilleur moment que lui, où qu'elle soit. Pendant ce temps, la princesse Clove, escortée par le capitaine Nouren, d'autres gardes et des servantes, rendait visite à la prisonnière. Les gardes guidaient la princesse Clove et le gardien expliquait qu'ils avaient été informés à l'avance de son arrivée. Il précisait que la prisonnière était attachée, mais que la princesse devait rester prudente. Elle acquiesça et demanda si la prisonnière avait parlé à quelqu'un. Il lui répondit qu'elle n'avait vu personne depuis la dernière visite de la princesse, refusant même de manger et de boire. Malgré cela, la princesse insista pour la voir et le garde lui rappela d'être prudente. La prisonnière s'adressait à la princesse Clove, remarquant qu'il s'était écoulé beaucoup de temps depuis leur dernière rencontre. Elle faisait allusion au nouveau titre de la princesse et supposait qu'elle était venue chercher sa bénédiction. Elle ajoutait qu'elle était prête à mourir avant de révéler quoi que ce soit. La princesse Clove jetait à ses pieds un parchemin portant un emblème et lui demandait si elle reconnaissait cet emblème. La prisonnière fut surprise en voyant l'emblème. La princesse lui disait que c'était un message confirmant l'arrivée des céréales et d'autres denrées dans son village du Nord. Elle précisait qu'elle n'était pas venue pour gagner ses faveurs, mais pour lui montrer que, malgré la crise, elle restait une victime de cette guerre. Comme elle l'avait dit la dernière fois, elles avaient le même objectif. Elle espérait que la prisonnière trouverait du réconfort en sachant que les habitants de son village ne souffriraient plus de faim pendant un certain temps. La prisonnière fondit en larmes puis s'évanouit. La princesse s'approchait et remarquait qu'elle était brûlante de fièvre.
La princesse demandait aux gardes comment cela était possible, rappelant qu'elle avait ordonné qu'aucun mal ne lui soit fait. Le capitaine expliquait que la prisonnière était excessivement violente chaque fois que quelqu'un s'approchait, rendant impossible toute vérification de son état de santé. La princesse ordonna alors d'appeler le médecin immédiatement, mais un des gardes objecta, disant que ce n'était qu'une vulgaire prisonnière. La princesse répondit fermement que cette prisonnière était la seule piste vers les hommes qui avaient attaqué le palais et réitéra son ordre d'appeler le médecin sans délai. Plus tard, après l'examen, le médecin informa la princesse que la prisonnière avait une forte fièvre, mais qu'il était optimiste quant à son rétablissement en quelques jours. La princesse remercia le médecin et demandait au capitaine Nouren de poster un de ses hommes pour surveiller la prisonnière. Pensive, elle disait qu'elle devait s'occuper de quelque chose. Sa servante personnelle lui faisait remarquer qu'elle avait l'air exténuée, lui rappelant qu'elle avait encore du temps avant sa prochaine réunion, et lui demandait si elle souhaitait se reposer un instant. La princesse déclinait l'offre et assura à sa servante qu'elle allait bien, demandant à être dérangée uniquement en cas d'urgence. Sinon, elle préférait rester seule. La servante, surprise, demandait au capitaine Nouren s'il avait aussi remarqué que la princesse n'était pas elle-même ces derniers temps. Il confirmait, ajoutant que quelque chose semblait la tracasser. Un peu plus tard, les servantes murmuraient à propos de la princesse, notant qu'elle agissait étrangement depuis des semaines. Elle disait que chaque fois qu'elle le pouvait, elle se plongeait dans des parchemins, sautant même des repas. Elle se demandait pourquoi elle ne passait pas plus de temps avec le prince. La princesse, qui les entendait, ne réagissait pas. Les servantes continuèrent de parler du couple, mentionnant que les deux n'avaient pas été vus ensemble depuis leur nuit de noces et se demandant si les jeunes mariés s'étaient disputés. En colère, elle les interrompit et leur demandait de se taire. Les servantes s'excusèrent de leur intrusion. La princesse soupirait, se demandant pourquoi elle se sentait si frustrée. Il y a quelques semaines à peine, elle croyait que ce mystère commençait à s'éclaircir grâce à l'aide de l'impératrice. Mais récemment, c'était comme si le dragon azur avait été réduit au silence. Elle constatait qu'elle ne faisait plus de nouveaux rêves et que ses marques de dragon restaient inchangées. Malgré les précieux rouleaux de parchemin et toutes les heures consacrées à leur étude, elle n'avait rien accompli. Elle trouvait cela décevant. Soudain, la voix du prince Kiro retentissait derrière elle. Il lui disait que la seule chose qui le décevait, c'était de l'avoir gâché une si belle journée. Elle se retournait, surprise, et demandait au prince ce qu'il faisait là. Le prince répondit que l'après-midi était ensoleillé, mais qu'il semblait qu'ils tournaient en rond tous les deux. Il allait se changer les idées et lui demanda si elle voudrait bien se joindre à lui. Pendant qu'elle marchait aux côtés du prince Kiro, celui-ci lui annonça que le conseil l'avait félicité pour son excellent travail dans l'accomplissement de ses devoirs. Elle le remercia, trouvant l'attention aimable, puis lui demanda la raison de sa visite au temple. Le prince répondit, comme il l'avait déjà mentionné, qu'il était venu se changer les idées, bien que certains sujets abordés par le conseil l'avaient agacé. Il remarqua ensuite qu'elle transportait toujours ses rouleaux, soulignant à quel point il l'avait négligée. La princesse Clove répondit qu'il ne pouvait rien y faire, qu'à s'occuper des devoirs de l'impératrice n'était pas simple. Elle ajouta qu'elle espérait découvrir quelque chose par elle-même, mais que plus elle lisait les parchemins, plus elle se sentait découragée. Elle raconta que les premiers récits sur les dragons pourpres donnaient l'impression qu'ils étaient autrefois invincibles. Certains prétendaient même qu'ils possédaient des pouvoirs dépassant la simple transmutation, capables de provoquer des incendies et des tempêtes dévastatrices. Pourtant, à quelques exceptions près, les dragons du siècle dernier semblaient avoir perdu ces capacités. Elle conclut en disant qu'un examen approfondi de leur lignée ne ferait que confirmer la vulnérabilité des dragons de leur époque. Elle avait elle-même affronté les dangers qui menaçaient le monde et avait compris que, bien qu'elle ne puisse transmuter, elle doutait de la suffisance de cette capacité. Le prince Kiro soupira et lui fit remarquer que, dans cet état d'esprit, elle n'arriverait jamais à transmuter. Il lui reprocha de passer tant de temps plongée dans ses parchemins qu'elle en avait oublié les principes de base. Il lui expliqua que leur lignée avait été choisie pour être les réceptacles des dragons,
mais que ces derniers leur avaient aussi donné la volonté d'utiliser leur force. Transmuter, selon lui, n'était pas simplement une commande. Cela signifiait abandonner ses peurs, ne pas laisser le passé inhiber le présent, s'adapter et changer. Il lui disait que les dragons voyaient le monde d'une manière très différente d'un humain ordinaire. Il ajouta que lorsqu'elle planerait dans le ciel, elle comprendrait enfin ce que cela signifiait. La princesse, confuse, avoua qu'à ce rythme, elle doutait d'y parvenir un jour. Le prince Kiro réfléchissait un moment avant de suggérer qu'elle avait peut-être besoin d'une nouvelle perspective. Il lui demanda de fermer les yeux. Elle hésita, mais il la rassure. Il expliqua que ces rouleaux racontaient l'histoire des dragons qui les avaient précédés, mais cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas liés à eux. Ils étaient tous des fragments des bêtes originelles. Il lui demanda si elle savait ce qui la liait au dragon azur et l'encourageait à visualiser cette connexion. Il voulait qu'elle voie au-delà des crocs d'ivoire, des yeux de saphir et des écailles, et qu'elle imagine son pouvoir à portée de main. Il lui prit la main et la posa sur sa poitrine, lui demandant de se concentrer. Il avait besoin qu'elle s'accroche à ce sentiment pour prendre le contrôle de ceux qui étaient piégés dans la glace et prononcer les mots nécessaires pour le commander. Le prince Kiro se transforma en dragon. La princesse Clove, les yeux fermés, sentit le changement et fut surprise, en ouvrant les yeux, de se retrouver sur le dos du dragon qui s'envola aussitôt. Les servantes, qui espionnaient la princesse, la voyaient sur le dos du dragon pourpre et trouvèrent cela romantique. La princesse, effrayée, se demandait ce que le prince Kiro voulait dire par « une nouvelle perspective ». Après une petite balade dans les airs, le prince Kiro atterrissait dans un jardin et reprenait forme humaine. La princesse lui reprocha de ne pas l'avoir prévenue. Il répondit qu'il savait qu'elle aurait refusé et qu'il n'y avait pas de meilleur enseignement que l'expérience. Il lui demanda de regarder autour d'elle, affirmant que c'était le meilleur endroit pour libérer son esprit. La princesse observa les environs et réalisa qu'ils étaient dans un village. Elle lui demanda s'il avait perdu la tête, s'inquiétant des conséquences si quelqu'un les reconnaissait. Kiro la calmait, expliquant qu'il n'avait jamais eu l'intention de les exposer ainsi et que personne ne les verrait. Les deux se déguisèrent avec des masques pour entrer dans le village. Une fois à l'intérieur, ils flânèrent parmi les stands. En apercevant des fleurs, le prince Kiro suggéra à la princesse Clove de les essayer. Elle hésita, incertaine qu'elles lui iraient bien. Kiro prit des pétales et les plaça dans ses cheveux, lui affirmant qu'elle était le plus beau dragon qu'il ait jamais vu. Elle rougit et voulait savoir s'il était sincère, mais la vendeuse les interrompit, disant qu'il lui semblait familier et demandant s'ils ne s'étaient pas déjà rencontrés. Pris au dépourvu, le prince et la princesse prétendirent être des artistes de rue. Le prince lança une bourse de pièces à la vendeuse et ils s'éloignèrent rapidement. Un peu plus tard, ils partagèrent une friandise. La princesse remarqua qu'ils avaient failli être découverts et demanda au prince ce qu'il ferait si cela arrivait. Il lui disait de se calmer, assurant que cela n'arriverait pas si elle gardait son sang-froid. Puis, il lui demanda son avis sur la friandise qu'il venait de lui offrir, affirmant qu'elle ne trouverait pas cela au palais. La princesse trouva cela délicieux. Ensuite, lors de leur balade, ils rencontrèrent un dessinateur de rue qui leur fit un portrait en guise de souvenir. Plus tard, alors que le soleil se couchait, ils se retrouvèrent sur un pont. La princesse remercia le prince, disant que ces derniers jours avaient été stressants et qu'elle avait presque oublié combien il était agréable de passer du temps en dehors du palais. Le prince sourit et répondit que cet endroit pouvait rendre n'importe qui fou et qu'il était ravi qu'elle ait pu découvrir un peu plus du royaume. Il était également heureux d'avoir enfin pu passer du temps seul avec elle. Elle rougit et voulait savoir s'il pensait vraiment ce qu'il venait de dire. Il répondit affirmativement et souligna que le royaume renfermait encore beaucoup de merveilles et qu'il espérait pouvoir toutes les lui montrer un jour. La princesse confia au prince qu'elle serait ravie, ajoutant qu'elle détestait le décevoir. Le prince remarqua qu'ils étaient observés et l'informa qu'ils n'étaient pas seuls. Il aperçut des enfants les épier. L'un d'eux, ayant reconnu le dragon pourpre, incita l'autre à fuir. Dans la précipitation, la petite fille trébucha sur une pierre et tomba, se mettant à pleurer. La princesse se précipita à ses côtés et lui demanda si elle allait bien,
voyant que la chute semblait douloureuse. Elle rassura l'enfant en disant qu'il n'y avait aucune raison de pleurer et qu'elle était très courageuse. Elle lui demanda si elle avait déjà vu le dragon pourpre d'aussi près, puis l'encouragea à le regarder en disant qu'il n'était pas aussi effrayant que les rumeurs le laissaient croire. En taquinant le prince Kiro, celui-ci rougit. La princesse Caris était de nouveau assise, observant le capitaine Nouren pendant son entraînement. Lorsque celui-ci mit fin à la session, il annonça aux soldats qu'ils en avaient fait assez pour aujourd'hui. Des soldats accoururent, apportant des nouvelles urgentes concernant la princesse. Ils expliquèrent au capitaine qu'ils avaient perdu de vue la princesse alors qu'elle était en compagnie du prince et qu'ils n'avaient aucune idée de leur localisation. Le capitaine Nouren, furieux, leur demanda comment ils avaient pu les perdre de vue. Les soldats expliquèrent qu'ils les avaient aperçus dans le ciel et avaient disparu avant qu'ils ne puissent les rattraper. Le capitaine Nouren ordonna immédiatement qu'une équipe parte à leur recherche. La princesse Caris arriva à ce moment, demandant au capitaine de se calmer. Elle lui rappela qu'il ne pouvait pas espérer que 2 dragons restent enfermés dans l'enceinte du palais toute la journée. Pendant ce temps, alors que la tempête faisait rage, la princesse aperçut une caverne et proposa d'y chercher refuge. La princesse douta qu'il puisse vaincre la tempête, mais le prince lui affirma qu'il ne s'arrêtera pas. Soudain, la foudre libéra ses éclairs. La princesse paniquée chuta brusquement. Elle cria et demandait l'aide du prince Kiro, qui se précipita aussitôt vers elle. La princesse se demandait si elle allait mourir ici, mais le prince à toute allure la rattrapa de justesse avant qu'elle ne touche le sol. Ils se mirent à se chamailler. La princesse en colère reprocha au prince de ne pas être rentré dès que la pluie avait commencé et lui demanda pourquoi il avait fallu attendre d'être presque frappé par la foudre pour qu'il l'écoute. Le prince rétorqua qu'il l'avait écouté, mais qu'il avait besoin de temps pour s'orienter. Il ajouta que si quelqu'un n'avait pas mis des heures à choisir quelle étoffe acheter, ils auraient pu rentrer avant que la pluie ne commence. La princesse répliqua qu'elle n'avait pas demandé à être embarquée hors du palais, que c'était son idée d'aller dans ce village. Furieuse, elle lui dit qu'il pourrait y aller seul la prochaine fois et commença à marcher dans la direction opposée. Le prince lui demanda où elle allait et elle répondit qu'elle cherchait un abri. Plus tard, la princesse remercia le prince d'avoir trouvé un abri. Elle s'installa dans un coin de la caverne et dit que c'était plus confortable que cela n'en avait l'air, ajoutant qu'elle pourrait même supporter l'odeur de la moisissure pour l'instant. Le prince, resté debout à l'entrée de la caverne, regardait le ciel et se demanda si la pluie allait s'arrêter. Il espérait qu'il pourrait retourner au palais avant la tombée de la nuit. Soudain, la princesse cria. Le prince accourut et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle se plaignit que les parchemins qu'elle transportait avaient été trempés par la pluie. Elle avait essayé de les protéger, mais ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Le prince soupira et avoua qu'il avait vraiment été inquiet un instant, mais que les parchemins n'étaient que de la paperasse, demandant à la princesse de se calmer. Furieuse, elle se retourna vers lui, expliquant que 300 années d'histoire étaient ruinées et qu'il lui demandait de se calmer. Elle s'interrogea sur ceux qui n'allaient pas chez lui. Le prince répondit que les parchemins originaux avaient été recopiés et diffusés clandestinement d'innombrables fois. De plus, elle n'avait pas fait de progrès grâce à eux. Il lui disait de ne pas se préoccuper de ces vieux rouleaux. La princesse, piquée, répondit qu'elle aurait peut-être fait plus de progrès si elle n'avait pas perdu son temps avec lui. Le prince lui demanda si elle pensait que leur sortie était une perte de temps. Elle rétorqua de laisser tomber, qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi parfait que lui comprenne. Elle ajouta qu'elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer, que la seule personne qui comprenait vraiment cette partie d'elle avait disparu. Venir ici lui avait donné l'espoir d'une autre solution. Elle confia au prince qu'à chaque fois qu'elle le regardait, elle se sentait éveillée. Elle aimerait être comme lui, ne pas avoir mis tous ses espoirs dans quelques parchemins, mais elle avait tout essayé et ne connaissait pas d'autres moyens. Les larmes coulaient sur les joues de la princesse Clove, tandis que le prince cherchait à la réconforter. Il lui assura qu'il ne voulait pas qu'elle suive ses pas, confessant ses propres regrets et reconnaissant son absence lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Il admettait que ses longues heures d'études à parcourir d'anciens parchemins
devait être frustrante, même si elle cachait bien son ressentiment. Pourtant, au fond de lui, il se demandait si c'était vraiment ce qu'elle désirait. Elle n'avait pas choisi de venir à ses côtés, ni elle de l'épouser. Il continuait à exprimer ses pensées, reconnaissant maintenant l'absurdité de penser qu'une simple journée ensemble pourrait compenser toutes les fois où il avait été absent. Se rapprochant, il enveloppa la princesse Clove de ses bras, murmurant des excuses tandis qu'elle sanglotait en réponse. Plus tard dans la journée, alors que la tempête grondait toujours à l'extérieur, le prince avoua finalement à la princesse que leur escapade était une erreur par un tel temps. Elle lui rappela que sans cela, il n'aurait pas pu profiter de ce moment au village, qu'elle avait apprécié malgré tout. Le prince lui demanda alors si cela signifiait que ce n'était pas une perte de temps, et elle répondit par la négative, affirmant que même maintenant, rester avec lui n'était pas une perte de temps. Elle rougit, puis un moment de silence s'installa entre eux. Le prince Kiro, les yeux fixés sur elle, rapprocha ses lèvres plus près puis l'embrassait soudainement. Ils s'embrassèrent tendrement pendant un moment. Le prince Kiro, sourire puis confiait à la princesse qu'il attendait ce moment depuis un certain temps. La princesse, gênée, n'osait plus le regarder dans les yeux après le baiser. Inquiet, il lui demanda ce qui n'allait pas et lui fit remarquer qu'elle était rouge comme une tomate. La princesse, embarrassée, se mit à gronder le prince lui demandant comment avait-il pu faire ça. Kiro, perplexe, lui répondit que s'il s'agissait de leur baiser, il ne voyait pas où était le problème. Il ajouta qu'elle avait semblé apprécier. Exaspérée, elle répliqua que ce n'était pas le sujet et qu'ils étaient coincés dans une grotte moisie et humide. Elle lui demandait, ce qui avait bien pu lui faire croire que c'était romantique. Le prince, un peu déconcerté, expliquait qu'il avait simplement senti que c'était le bon moment. La princesse soupira et disait qu'elle allait devoir mentir quand on lui demanderait où ils avaient échangé leur premier baiser. Kiro, avec un sourire malicieux, lui répondit que ce n'était pas vraiment leur premier baiser. Elle se souvenait de la nuit de l'attaque. Elle mentionnait que plusieurs personnes étaient déjà au courant de cette histoire, mais ce qui l'effrayait, c'était qu'elle ne se souvenait de rien. Le prince, avec une pointe de tristesse, lui disait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle se souvienne, car cela semblait si loin désormais. Il expliquait que, malgré tout ce qui se passait, il avait ressenti la présence d'une autre entité les observant. Il avait compris qu'il devait agir lorsqu'il s'était aperçu qu'elle ne respirait plus. Il disait que les dragons existaient dans un royaume unique à chacun d'eux. Il devait donc trouver un moyen pour permettre à Rouge, son dragon, d'accéder au royaume de la princesse. Elle lui demanda si c'était avec un baiser qu'il y était parvenu. Le prince répondit que c'était plutôt avec un souffle, comme il l'appelait. Il ajouta que ce n'était pas aussi plaisant que le baiser qu'il s'apprêtait à lui donner maintenant. Il posa sa main sur l'épaule de la princesse, la caressa et tenta de l'embrasser. Surprise, elle l'arrêta. Intriguée, elle lui rappela qu'il avait mentionné être allé dans le royaume du dragon azur. Elle voulait savoir ce qu'il avait découvert là-bas. Le prince soupira et avoua qu'il ne savait toujours pas quoi conclure de ce qu'il avait vu là-bas. Au début, il avait eu l'impression que le dragon azur essayait de la protéger. Cependant, en s'approchant, il avait senti que quelque chose n'allait pas. En plongeant son regard dans celui du dragon, il n'y avait vu que tristesse et désespoir. Le prince expliqua que le dragon azur l'avait appelée sa gentille, douce et meurtrie héritière avant de tenter de la tuer. Par chance, son dragon s'était interposé juste à temps et l'avait repoussé. Il ajouta qu'il ne se souvenait de rien d'autre après cela. Il remarqua alors que la princesse devenait triste et pensive. La princesse disait qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle était en si grand danger. Elle raconta au prince qu'avant son réveil, elle avait fait un rêve terrifiant, et ce qu'il venait de lui dire ne faisait que confirmer ses craintes. Le dragon azur était là pour la chasser, mais Rouge l'avait sauvée et le prince l'avait ramenée. Elle supposait que son dragon azur n'avait pas expliqué au prince ce que signifiait « héritière meurtrie » et se demandait si quelque chose d'autre n'allait pas avec elle. Le prince avouait qu'il ne savait pas et s'en excusait,
la princesse Clove souhaitait juste avoir un moyen d'atteindre le royaume du dragon. Elle ne s'y était rendue que dans ses rêves, et la dernière fois, cela ne s'était pas bien passé. Elle trouvait cela très frustrant, d'autant plus qu'ils étaient toujours coincés dans cette grotte. Le prince lui demanda de regarder dehors, pensant que la tempête commençait à se calmer. Il était certain qu'il pourrait bientôt rentrer. Soudain, la foudre frappa de nouveau et la pluie redoubla de force. Le prince, avec un sourire, déclara qu'il allait se taire et que seul Dieu savait quand il pourrait sortir de cette grotte. La princesse se tourna vers lui et lui disait qu'elle voulait qu'il l'embrasse. Il lui répondit qu'il venait de lui proposer cela une seconde plus tôt, mais qu'elle avait décliné. Elle expliqua qu'elle ne parlait pas d'un simple baiser, mais du souffle dont il avait parlé. Elle lui demanda s'il pensait pouvoir reproduire ce qu'il avait fait ce jour-là. Elle savait que c'était difficile, mais espérait que cela produirait quelque chose. Le prince se rapprocha d'elle et, avec un sourire, disait qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire pour passer le temps. Il lui demanda encore une fois si elle en était sûre. Elle répondit avec assurance qu'elle l'était. Ainsi, leurs lèvres se rapprochèrent, tentant de s'embrasser, quand soudain, ils entendirent un dragon grogner. C'était la princesse Caris qui les avait retrouvés. Elle cria aux gardes pour signaler leur emplacement. En les rejoignant, elle demanda ce qu'ils faisaient là, expliquant que tout le palais était mort d'inquiétude. Elle remarqua aussi que cette caverne sentait horriblement mauvais et s'étonna qu'ils puissent supporter cela. Le prince, déçu, disait à la princesse Caris qu'elle n'aurait pas pu choisir un pire moment pour arriver. Elle souriait et lui répondit qu'il parlerait de sa récompense plus tard. Le capitaine Nouren arriva au galop avec une troupe de soldats. La princesse s'approcha du capitaine et disait qu'elle n'arrivait pas à croire qu'ils étaient vraiment partis à leur recherche en pleine tempête. Le capitaine répondit que si jamais son oncle entendait parler de cette escapade, il craignait qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour. Heureusement, le palais n'était pas très loin, mais il admettait qu'il n'aurait probablement pas pu les trouver sans l'aide d'un dragon éclaireur. Zéphyr, le cheval de la princesse, effrayait le prince, qui demanda aux gardes de le surveiller. La princesse, heureuse de voir son cheval, disait qu'elle n'en revenait pas qu'il l'ait également ramené. Une fois de retour au palais, Mai, la servante de la princesse, lui demanda comment elle avait pu faire une chose pareille et à quoi elle pensait. La princesse lui demanda de se calmer, mais continua en disant qu'elle portait des vêtements mouillés depuis des heures et s'était abritée dans une grotte crasseuse. Elle ajouta que c'était un miracle que le capitaine les ait retrouvés à temps, sinon elle serait malade. La princesse rassura Mai en disant que ce n'était rien. Elle disait au prince que personne n'aurait cru que se faufiler hors du palais et se retrouver piégé au milieu d'une tempête leur apporterait autant d'ennuis. Le prince, voyant arriver l'impératrice de loin, lui répondit que le pire restait à venir. Plus tard, les servantes qui aidaient la princesse à prendre son bain parlaient derrière son dos. L'une disait que la princesse devait être nerveuse, tandis que l'autre pensait qu'elle était peut-être excitée à l'idée de passer du temps avec son Altesse, le prince Kiro. Un mois s'était écoulé depuis le mariage royal, et enfin, le prince avait demandé à passer la soirée avec elle. La princesse, qui les entendait, ne disait rien. Elle se souvenait plutôt de la façon dont l'impératrice les avait grondés, elle et le prince. L'impératrice les avait traités de tous les noms, pour s'être faufilés hors du palais en plein jour, pour aller caracoler dans la ville comme des enfants de paysans. Elle leur disait qu'ils n'auraient pas pu se mettre davantage en danger et qu'en plus, ils avaient eu l'audace d'invoquer la tempête comme excuse, ce qu'elle trouvait honteux. Le prince prenait la parole, disant à Sa Majesté que la princesse et lui-même avaient travaillé d'arrache-pied pour remplir leurs devoirs ces dernières semaines. Il voulait seulement lui montrer ceux qui se trouvaient au-delà des murs du palais. L'impératrice lui réclamait le silence, affirmant qu'il ne faisait aucun doute que son fils était responsable de cette escapade. Se tournant vers la princesse, elle lui disait qu'une reine digne de ce nom devrait être plus avisée que de suivre une telle bêtise. La princesse demandait pardon à l'impératrice, mais celle-ci l'interrompit, déclarant qu'elle n'avait pas terminé. Elle ajouta qu'elle savait que ce palais pouvait être stressant et étouffant par moments et qu'il était difficile d'y trouver un peu d'intimité.
Cependant, elle ne comprenait pas comment une grotte avait pu être la solution à tout cela. Par ailleurs, les anciens s'arrachaient les cheveux depuis des semaines. Elle avait entendu dire qu'ils dormaient dans des chambres séparées et leur demandait ce que signifiaient ces idioties. Le prince tenta de répondre, mais l'impératrice ne lui en laissa pas le temps. Elle poursuivit en disant qu'elle avait fait de son mieux pour ne pas s'immiscer dans leurs affaires personnelles, mais qu'ils devaient comprendre que leurs actions reflétaient l'avenir de la cour. Elle ne leur demandait pas de passer chaque seconde ensemble, mais ils devaient au moins être aperçus dans la même chambre de temps en temps. Le prince Kiro prenait alors la parole et disait à l'impératrice que cette cour devrait être reconnaissante, que la prospérité des royaumes soit leur priorité. Il expliqua que des efforts de reconstruction étaient en cours, mais que les anciens insistaient pour fourrer leur nez dans des affaires qui ne les regardaient pas. Même s'ils le souhaitaient, ils ne pourraient pas les apaiser. Il ajouta qu'il croyait comprendre que la princesse devait concentrer ses efforts sur l'étude des rouleaux de l'ancien dragon. Elle avait encore beaucoup à apprendre et il ne souhaitait pas la déranger durant son temps libre. L'impératrice reprit la parole en disant qu'elle semblait avoir compris, puis leur montra les parchemins en ajoutant qu'un artefact de plus de 300 ans avait été détruit par leurs soins, et c'était cela qu'ils appelaient étudier. Ils étaient tous les deux surpris et se demandaient comment elle l'avait su. La princesse expliqua que c'était un accident. L'impératrice répondit que, compte tenu de ce regrettable incident, la princesse se porterait volontaire pour transcrire 300 fois ce rouleau, une fois pour chacune des années de l'histoire des dragons qu'ils avaient balayés. Elle ajouta qu'en attendant, aucune action déraisonnable ne serait tolérée et qu'il apaiserait également la cour. La princesse quitta son bain en se demandant pourquoi elle se sentait si mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois qu'elle allait partager sa chambre avec le prince, mais cela faisait si longtemps depuis la dernière fois qu'ils avaient passé du temps ensemble. Jusqu'à présent, tout ce qu'elle voulait, c'était prouver qu'elle pouvait remplir ses devoirs tout en gardant la tête froide. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid. Pourtant, dans cette grotte humide et froide, elle avait eu l'impression d'avoir tout oublié. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester là-bas avec lui. Elle se disait que, peu importe ce qui se passerait cette nuit, elle espérait ne pas se ridiculiser. Une de ses servantes la conduisit aux appartements du prince et lui disait que le prince l'attendait. Avant de s'en aller et de fermer la porte derrière elle, elle disait à la princesse de bien profiter de sa soirée et qu'elle serait juste derrière la porte si elle avait besoin de quelque chose. La princesse regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle ne plaisantait pas. Les servantes avaient décoré la chambre pour eux et elle voyait la silhouette du prince Kiro, réalisant qu'il l'attendait vraiment. Elle s'approcha du lit, puis ouvrit les rideaux et se rendit compte que le prince s'était endormi, probablement épuisé par la traversée en pleine tempête. Elle souriait, se réjouissant d'avoir stressé pour rien pendant que son Altesse somnolait. Sans déranger le prince endormi, elle essaya de ranger les parchemins que ce dernier avait en main. Soudain, le prince glissa et se retrouva contre elle. Dans son sommeil, il murmura qu'elle sentait la rose, une douce odeur qui lui plaisait beaucoup. Ainsi, la princesse le fit coucher correctement et lui arrangea la couverture. Elle resta là, à le regarder dormir, pensant qu'elle ne l'avait jamais vu d'aussi près, aussi calme et paisible. Elle réalisa qu'il n'était pas si dur après tout. Elle trouvait cela étrange, se rappelant qu'à son arrivée, elle s'attendait à trouver un homme froid et cruel. Mais plus elle restait là, plus elle réalisait que cela ne pouvait pas être vrai, car quand elle était avec lui, tout ce qu'elle ressentait était de la douceur. Elle se coucha à côté de lui donna un baiser sur la joue et le remercia d'avoir passé sa journée avec elle. Elle avait beaucoup apprécié. Puis, elle posa sa tête sur sa poitrine, caressant les marques de dragon sur son corps, puis ferma les yeux. Elle se rappela ce que le prince lui avait dit dans la grotte, qu'elle devait regarder au-delà des crocs d'ivoire, au-delà des yeux de saphir et des écailles. Elle se réveilla en appelant le prince Kiro par son prénom, mais le dragon azur lui répondit que si c'était lui qu'elle appelait, elle ne le trouverait pas là. Elle fut surprise de constater qu'elle avait atterri dans le royaume du dragon azur.